Azuflaouna Widirkoulian, Dismokuruna, Sophie Swana, Radio-Télévision, Tharverith, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Aujourd'hui, dans l'émission Thadamsa, une émission économique, nous allons parler d'économie, mais d'une économie qui touche directement notre quotidien, notre avenir collectif et notre capacité à décider par nous-mêmes. La Méditerranée n'est pas seulement un horizon géographique pour la Kabylie, c'est une infrastructure économique, un levier de souveraineté et une chance historique de prospérité. La Kabylie possède une façade maritime stratégique sur la Méditerranée, l'un des espaces commerciaux les plus importants du monde. Pourtant, cette richesse reste largement sous-exploitée. La question que nous nous posons aujourd'hui est simple. Comment la mer peut-elle devenir un moteur de prospérité économique et un instrument de souveraineté pour la Kabylie? Voilà l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de Zidane. Zidane, bienvenue à Radio-Télévision Kabyle. Donc l'objectif de cette émission, c'est de donner une vision stratégique concrète de ce que la mer Méditerranée peut apporter à la Kabylie. Effectivement. Avant de commencer justement et de commencer le débat, j'aimerais juste te poser une question. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui plus du Maghreb au lieu de parler du peuple kabyle méditerranéen? D'abord, aujourd'hui, c'est une émission économique. Donc, on va parler beaucoup d'économie, mais tu as bien fait de poser cette question, qui est beaucoup plus politique ou culturelle ou sociétale. Et effectivement, en fait, la Kabylie, c'est un peuple donc qui est multimillénaire, donc qui existe depuis l'Antiquité, qui a côtoyé les premières civilisations de ce monde, à savoir la civilisation grecque, la civilisation phénicienne, la civilisation romaine, le temps des Numides, tout ça. Et ça a été tout le temps notre territoire, notre périmètre, notre espace vital et l'espace méditerranéen. Or, depuis le XIVe siècle, depuis le VIIe siècle, donc il y a eu une invasion qui nous a fait un petit peu détourner. Donc, ils nous ont débosselé. Donc, notre boussole qui était sur le nord, ils l'ont déboussolé ils l'ont mis sur l'est. Sur l'est, on est un petit peu. Ils nous ont considéré comme étant leur équivalent de l'ouest. D'accord. Tu veux parler de l'Orient. Voilà, de l'Orient ou du Moyen-Orient. Et là maintenant, justement, depuis cette invasion, et on a perdu notre boussole, on a tourné le dos à notre espace vital, qui est la Méditerranée, les peuples du pourtour méditerranéen. C'est là notre ancrage, c'est là notre civilisation, c'est là notre normalement avenir également. Et voilà, maintenant, pourquoi aujourd'hui le sujet de cette émission, c'est que la Kabylie doit retrouver son nord, doit réorienter sa boussole sur son nord, sur son espace vital, qui est la Méditerranée. Et donc, nous sommes un peuple méditerranéen, nous l'avons été, nous le sommes, et nous devons le rester éternellement. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je citerai juste une citation de Katb Yassine qui disait qu'il faut que l'Afrique du Nord retrouve son nord. Voilà. Alors, ceci dit, donc, nous allons enchaîner notre émission sur tout ce qui concerne l'économie. Nous avons donc préparé cette émission à partir de l'étude EcoSec réalisée sur l'apport stratégique de la Méditerranée à la Kabylie. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport, s'il te plaît? Exactement. D'abord, avant de présenter le rapport qui est là, devant nous, déjà, nous devons remercier EcoSec qui font un travail formidable. Donc, déjà, ils ont fait la première étude sur l'indépendance énergétique que nous avons présentée la dernière fois.
Et là, donc le deuxième rapport qui vient de réaliser, en fait, c'est sur justement la Kabylie et Méditerranée, prospérité et souveraineté économique. Donc c'est le titre du rapport, donc que vous pouvez voir ici, qu'on va publier prochainement. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ce rapport? En fait, il explique tout simplement pourquoi la Méditerranée est un levier de prospérité et de souveraineté pour la Kabylie. Et aussi, quelles sont les filières concrètes qu'on peut activer donc sur notre façade maritime, sur notre donc toutes nos côtes méditerranéennes, par exemple les filières portuaires, logistiques, les filières halieutiques, le tourisme, les réparations navales et aussi le numérique, on le verra un peu plus tard, et aussi donner donc ce rapport donne comment pouvoir retrouver tout ça. Donc il y aura un petit peu une trajectoire, voilà, comment à terme arriver à ce que donc le pourcentage du PIB donc à partir donc maritime, hein, c'est ce qu'on appelle aussi économie bleue. Donc dans le monde, le jargon économique, tout ce qui est donc les activités maritimes, le secteur maritime, on appelle ça l'économie bleue. Comment donc l'économie bleue peut arriver à 10% du PIB global de la Kabylie, ce qui est assez conséquent. Énorme, donc à partir déjà rien que cette façade, donc il pourra nous donner beaucoup, donc voilà, une richesse énorme, d'où donc une prospérité économique. Et on va expliquer aussi pourquoi il s'agit ici aussi de termes de souveraineté. Donc ce rapport-là, il pose le cadre et l'ambition, cette ambition hein, donc, de prospérité. Il explique pourquoi la mer et pourquoi la Méditerranée aujourd'hui. Et il explique aussi, il fait comment il lie la Kabylie, Méditerranée, souveraineté et prospérité. Donc il explique tout ça. Et bien sûr, il se base, il a fait une étude comparative par rapport aux pays qui font le mieux dans ce domaine-là, donc qui sont très très forts, qui ont des domaines de compétences assez poussés donc sur le maritime. Ils ont analysé les Pays-Bas, le Singapour, Norvège, le Portugal. Et aussi, on le verra un peu plus tard, donc le Maroc avec Tanger. Hein, donc la ville de Tanger et son port et ça toutes ces autour de ce qui est organisé autour du port par exemple. On reviendra un peu plus tard. Et aussi donc il fait un état des lieux de ce que nous avons actuellement, qui est bien sûr catastrophique, qui est insignifiant. On va l'expliquer un peu plus tard. Donc il définit un petit peu le port de Béjaïa, il parle de Délice, il parle de Tixirt et d'Azfoun. Voilà comment l'état des lieux et comment on va aussi donc les développer pour arriver justement à ces 10% du PIB global. Et aussi, il parle donc de la coopération possible avec l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, donc le label, pour utiliser le label UPM. Et aussi une nouveauté que beaucoup de Kabyles ne connaissent pas. Donc, il parle de l'ALKPK. Donc c'est la Kabylie. Ça revient à l'existence de la Kabylie il y a 10 millions d'années. Donc on va y revenir. On va comment avoir un peu de bénéfices par rapport à ça. Il donne pas mal de messages donc d'action avec une certaine pédagogie. Voilà, une feuille de route justement de 6 à 15 ans. Voilà comment voilà, la Kabylie peut devenir une puissance maritime, à l'instar, par exemple, donc des Pays-Bas, de Singapour, de Norvège et tout ça. D'accord. Voilà. Ok, merci. Et pourquoi dit-on que la mer est un multiplicateur de puissance économique? Et juste avant de répondre par rapport à cette question, donc en fait, si on revient toujours au rapport, donc il fait ça.
Il y a un fil conducteur, hein, donc justement pour expliquer, pour étayer tout ce que nous sommes en train de dire. Donc la première partie, donc elle parle de la Méditerranée, pourquoi la Méditerranée est stratégique pour la Kabylie. La deuxième partie, comment il a organisé le rapport. Donc la deuxième partie, c'est quelles sont les activités économiques concrètes qui peuvent en découler. Et aussi, donc la troisième partie, hein, c'est le troisième volet, et quelle est la trajectoire réaliste justement pour les prochaines années de 6 ans, dès les premières années de l'indépendance jusqu'à 15 ans. Donc voilà un petit peu comment est organisé ce rapport. Maintenant, pour ta question, pourquoi la Méditerranée est un multiplicateur, généralement pas uniquement la Méditerranée, en fait, généralement la mer est un multiplicateur de pression. Ça, c'est tous les économistes qui le disent. Pourquoi ? Et il faut savoir que la mer n'est pas un décor, hein. Donc c'est pas on a le bleu, les vacances. C'est pas uniquement un décor. C'est pas un décor. C'est une autoroute mondiale. Donc la mer ou les océans, c'est des autoroutes mondiales. La mer, elle porte l'immense majorité, donc 80% des échanges donc mondiaux. Et sont faits sur la Méditerranée. Ils sont faits sur les mers. Donc 80%. Voilà. La mer donc, et les océans ou seulement les mers? La mer et les océans. Donc voilà. Donc tu as les navires, les ports. Les navires et les ports restent donc la colonne vertébrale des chaînes de valeur voilà, de l'économie mondiale. Donc c'est quand on dispose de la mer, donc quand on dispose d'une façade maritime, c'est ce qui fait que notre puissance il est multipliée. Okay, parce que c'est là qu'on tire notre souveraineté et on tire aussi notre prospérité. Pour un pays, donc avoir une façade maritime signifie, qu'est-ce que ça signifie? Donc écouler ses produits à l'export facilement. Hein, c'est ton territoire. Tu n'es pas obligé de passer par des autoroutes terrestres, trucs comme ça. Donc, importer des intrants à coût logistique réduit. Donc, quand on importe, donc on passe pas aussi pareil. Donc, ça réduit les coûts. Aussi, on peut ancrer localement des services à forte valeur ajoutée. Donc, ça attire les assurances maritimes, des services à forte valeur ajoutée. Voilà, on peut monter des compétences, des opérations sur les terminals, la sûreté, la sûreté, la maintenance, attirer des investissements à la fois locaux, des investisseurs locaux, et aussi des investissements directs étrangers. Et aussi, donc ça réduit en fait la dépendance aux routes terrestres, voilà, qui sont un petit peu beaucoup plus polluantes, beaucoup plus coûteuses, onéreuses et tout ça, quoi. Et en Kabylie, ça se traduit bien sûr par des emplois du quai au bureau d'études. Voilà, et par des recettes liées à l'activité des ports, voilà, toute l'activité économique, de la pêche, du tourisme, des réparations navales, mais il faut vraiment, justement, on en parlera plus tard, comment développer tout ça. D'accord, ok, merci. Et en quoi la Méditerranée est-elle si stratégique? D'ailleurs, actuellement, on vit un moment crucial. Vous savez tous ce qui se passe actuellement sur le détroit d'Ormuz en Iran, où on sait tous comment actuellement il y a la mer Rouge, comment elle est devenue très très stratégique, hein, surtout le détroit Bab el-Mandeb, donc entre le Yémen et Somaliland. Hein, on comprend pourquoi déjà Israël a reconnu Somaliland. Et donc c'est en grosse partie c'est parce qu'il y a un positionnement très stratégique. Voilà. Aussi donc la mer Noire, on sait la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine pour vraiment avoir même basse sur avoir la prise donc de la mer Noire, du Golfe Persique, la mer de Chine, donc entre Taïwan et tout ça. Donc tout ça, c'est devenu stratégique. Et tout ça, donc avec des conflits
Donc ça fait des détours, hein, détours. Donc là maintenant, si on ne peut pas passer par le détroit d'Ormuz, donc on fait le tour, ou si on ne peut pas passer par le canal de Suez, on est obligé de passer par ailleurs. Donc ça fait des détours. Donc c'est pour ça que la façade maritime est très très importante et très stratégique. Et en plus, ça modifie les coûts. Et donc là, les coûts logistiques, ils sont pratiquement les plus élevés. Et aussi, tout ça, donc si on regarde un peu la Méditerranée, qui est un bassin de la civilisation, il ne faut pas l'oublier, actuellement, il y a un certain nombre de ports. Et si la Kabylie développe sa façade, donc il peut contribuer non seulement à sa prospérité elle-même, mais à la prospérité donc de toute la Méditerranée. Donc avec cette reconfiguration des corridors logistiques, surtout avec les tourismes, les croisières de part et d'autre, hein, donc les deux rives de la Méditerranée. Et voilà, donc résultat, donc on a des hubs de la Méditerranée occidentale, Tanger, hein, qui est un grand port, donc le port de Tanger au Maroc. Il est le premier, le plus grand port en Méditerranée, hein, pour dire. Hein. Donc les ports de Marseille, les ports de Barcelone, donc Tanger-Med, hein, le port de Tanger-Med, il est le plus grand en Afrique et en Méditerranée. On a par exemple des ports comme Algeciras en Espagne, comme le Pirée en Grèce. Voilà, comme ça. Donc, si on élève donc les ports en Kabylie, hein, par exemple celui qui est actuellement le plus grand en Kabylie, c'est celui de Vgaït, hein, le port de Vgaït. Donc, il faut qu'il gagne. Tous ces ports-là, ils sont devenus très importants. Et la Kabylie a tout à gagner, justement, en élevant à une grande échelle, à une plus grande échelle, le cas le port de Vgaït. Et aussi développer aussi le trafic maritime, voilà, par exemple autour de la Kabylie. Voilà, donc on parlera de Deleuze, de Zemouri, Deleuze, Tigzir, Tazfon, Vgaït et jusqu'à Djidjel. Donc on peut faire un trafic fluvial, donc on reviendra à tout ça. Et voilà, donc la Kabylie aura tout à gagner, donc en souveraineté, en prospérité, s'il s'insère dans ce maillage. D'accord. Voilà, dans ce maillage, et il diversifie les routes, il réduit les risques d'approvisionnement. Donc je ne peux pas passer, je peux passer par l'autre, et ainsi de suite. Donc il faut qu'il se pose comme étant une solution, une possibilité par rapport à tous ces chamboulements géostratégiques. Donc en fait, dans un monde instable, qui est dans lequel on vit actuellement, est très instable, accéder à la mer, ce qui est notre cas, c'est sécuriser son économie. D'accord. Donc la mer Méditerranée, pour la Kabylie, égale sécurité de son économie. D'accord, ok, merci. Et est-ce qu'on a des exemples internationaux particulièrement inspirants? Il y a une pléthore, hein, il y a une pléthore. Donc il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui font ce qui se fait de mieux, mais on a choisi un peu qui sont de la taille de la Kabylie. Avec la Kabylie peut rivaliser en fait. Voilà, et on essaye en fait de s'inspirer de ces ports-là parce qu'ils sont très avancés. Ils sont très avancés. D'ailleurs, quand la Kabylie sera indépendante, justement pour développer son industrie maritime, et chez ces pays-là, il va falloir donc d'ores et déjà lancer des partenariats et des choses avec ces pays. Le premier pays, par exemple, c'est les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la citation. On dit que les Néerlandais, le Dieu a fait le monde. Oui. Les Néerlandais, ils ont fait les Pays-Bas. Ah, d'accord. Voilà. Non, donc, voilà. Je ne connaissais pas personnellement. C'est situation. Moi, je connais parce que j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé, je connais très, très bien la Hollande. En quoi les Néerlandais ont fait les... En fait, ce qui était une contrainte, il est devenu un modèle aux Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, il faut savoir que, donc on dit Pays-Bas parce que le niveau des Pays-Bas, il est sous la mer. D'accord. Donc il y a risque d'inondation, il y a risque. Et malgré ça, avec donc, cette contrainte, ils ont permis des technologies, ils ont gagné des territoires. Donc 30% des territoires des Pays-Bas, ils sont gagnés sur la mer. Ils ont développé de l'agriculture sur la mer.
ils ont développé des villes comme Rotterdam. Il est construit une grosse partie de Rotterdam. Le port de Rotterdam, il est flottant. Donc il est sur la mer. Donc des bâtiments, ils sont sur la mer. En fait, quand il y a une marée ou une inondation, ou il y a une marée qui arrive, donc en fait, les dalles, il s'élève comme ça. Donc il y a des digues un petit peu automatiques, flottantes. Donc ils ont fait quelque chose d'énorme. Donc aux Pays-Bas, on dit qu'ils ont transformé la contrainte en modèle. Et en plus, ils ont développé une gouvernance, l'une des meilleures, donc en gestion maritime dans le monde. Donc c'est une gouvernance intégrée. Il n'y a pas uniquement technologique, mais il y a toute une gouvernance qui est autour. Ils ont créé ce qu'on appelle les agences de l'eau. Donc, c'est l'eau de mer. Donc, il y a des agences gouvernementales qui travaillent sur l'eau de mer. Et nous, ça tout à l'heure, on le verra, on en parlera de ça. Nous aussi, on mettra un peu ça, justement, pour élever notre façade maritime à un haut rang. Il y a ce qu'on appelle, donc tout à l'heure, j'avais dit c'est les polders. Donc, en fait, ils ont un petit peu construit des dalles flottantes. Donc, s'il y a une mer haute, enfin, c'est les polders, on appelle ça les polders. Donc, ils s'élèvent, et alors que tu sens rien. Donc, c'est ça un peu le truc. Ils ont fait quelque chose d'énorme. Ils ont créé, ils ont fait des grands travaux, des digues, des polders. Ils ont créé des terres dessus, de l'agriculture, des zones industrialisées, un savoir-faire exportable. Donc justement, ce savoir-faire, donc la Kabylie aura tout à gagner. Donc s'il lance des partenariats avec les Pays-Bas. Donc en fait, ce qui était un handicap, l'eau et la mer, est devenu un avantage économique avec cette gouvernance, cette ingénierie et cette anticipation. Et voilà. Donc pour la Kabylie, justement, les leçons que la Kabylie peut retenir de ça, c'est bâtir des institutions littorales clair, hein, tu vois, comme le fait, c'est pas la Oulaya, la Daïra ou Tejma, c'est vraiment une agence spécialisée qui traite de ça. Voilà, et pour la planification, pour la maintenance, le financement et tout ça. Et développer justement une ingénierie côtière. Donc vraiment, il faut être spécialisé. Donc voilà, adapter la protection, l'aménagement, le tourisme. Et le tourisme, il faut éviter aussi de faire un tourisme de masse. Donc le tourisme de masse tue le tourisme. Donc il faut un tourisme raisonné. Et voilà. Et en plus, ça explique que la clé d'un pays, c'est pas sa taille. Hein, la clé n'est pas la taille d'un pays, mais l'organisation et la vision. Donc, il ne faut pas qu'on voit en Kabylie c'est un peu de taille. Au contraire, si on a une très très bonne organisation et une bonne vision, donc on peut devenir une puissance haut la main, hein, donc une puissance méditerranéenne. Le deuxième pays, il y a le Singapour. Donc, Singapour, lui, en fait, il a organisé un peu en fait, c'est une ville. Il a un port. Et ce port-là, il a mis jusqu'à 7% du PIB global. Wow. Du Singapour. 7%. Un seul port à Singapour, le principal port, mais 7%. 7% du PIB du Singapour. Voilà. Et il emploie jusqu'à 170 000 donc, personnes qui travaillent dans le secteur maritime. C'est pas uniquement, mais c'est devenu une plateforme de service. Donc le port de Singapour, et il est devenu une plateforme de service. Et il s'appelle, donc son port, c'est Tuasport, hein, Tuasport, il s'appelle comme ça. Et là, tu trouves la technologie, ils ont développé, tout est automatisé, tout est numérisé, tout est dématérialisé. Voilà, en fait, ils ont ce qu'on appelle un PCS. Et ça, on en reviendra tout à l'heure. Donc, Port Community System. En fait, c'est comme un système d'information. Tout ça, c'est le même qui gère tout ça. Donc, à la fois l'administration, c'est devenu une clé, voilà, de 10%, enfin 7% du PIB, c'est stratégique. Voilà. Et aussi, il y a beaucoup, c'est un pays enfin, c'est le port qui attire beaucoup de lignes, d'escale et aussi de capitaux. Voilà, donc ce qu'on peut retirer du cas de Singapour, c'est l'organisation. Voilà,
il vaut mieux un port bien géré, parce que on parle de Gaïd, donc il faut revoir complètement son organisation. Et avant de penser à le développer, faire un grand port. Donc un grand port mal organisé, ça ne sert à rien. Mais un petit port bien organisé, donc il faut vraiment développer d'abord l'organisation, le mieux organiser, le dématérialiser, l'informatiser avec l'IA maintenant, avec l'IA, on en a tout à l'heure, les câbles et tout ça. Et là, voilà, donc c'est la leçon qu'on retient du port. Donc c'est un petit port, mais il fait 7% du PIB, c'est une petite ville. Et aussi, on visite des niches maîtrisées, les ferries, les routiers, voilà. Donc là, justement, là, j'ai parlé, c'est déployer un PCS, Port Community System, pour fluidifier les formalités. C'est un guichet unique, en fait. Et prioriser la fiabilité plutôt que le gigantisme. Donc voilà. Il faut toujours l'organisation, la fiabilité avant de regarder au gigantisme. Il y a le Norvège, donc c'est le pays dans l'économie bleue, hein, donc ça veut dire l'industrie maritime, est la mieux intégrée. Voilà, eux, ils ont intégré, il y a aussi donc ils ont intégré l'économie maritime avec l'économie de l'intérieur. Hein, donc le reste de l'intérieur, et ils ont fait de la R&D. Donc il y a une R&D, recherche et développement, très très développée en Norvège. Voilà, eux ils utilisent aussi l'offshore, ils ont beaucoup d'offshore, ils ont des produits maritimes, voilà, et qui est relié à l'intérieur du pays, quoi. Donc il y a aussi le Portugal et le Maroc. Le Maroc, pratiquement le Tanger, hein, le port de Tanger, Tanger méditerranéen. Et ils ont développé un très grand tourisme côtier, hein, donc surtout le Portugal. Et le Portugal, lui, c'est 4% du PIB. Donc le secteur maritime du Portugal, c'est 7% du PIB. Et celui de Tangimed, donc en fait, il fait donc le va-et-vient à peu près de 8,62 millions de conteneurs par an. C'est énorme, ça. Ah, c'est énorme. Et il fait voilà, donc voilà, ça c'est en 2023. Et en 2024, ils ont 10 millions de conteneurs. Voilà, qui sont... c'est énorme. Et quand on compare avec on va revenir tout à l'heure, on va faire la comparative, et on va voir avec le port de Gaïs, c'est peanut. Hein, voilà, donc il est enfin, on peut même pas, à ce stade, le considérer comme étant un port. Mais voilà, c'est à la Kabylie indépendante de revoir tout ça et d'en faire probablement un équivalent de Tangimed. Voilà, et voilà, il dit, par exemple, les leçons pour la Kabylie, sans viser l'échelle de Tangimed, mais déjà s'interfacer avec ces ports. Donc s'interfacer avec ces hubs, escales, services, donc ce qu'on appelle les ferries, les navires, les croisières, et tout ça avec tous ces ports-là. Et privilégier donc un tourisme côtier de qualité, des plaisanciers raisonnés, et aussi faire un petit peu de tourisme culturel, populaire, kabyle. Voilà, donc associer donc cette façade maritime, cette industrie maritime à la culture et à l'identité kabyle tout au long de la façade. Voilà. Donc on reviendra un peu tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc voilà les pays un petit peu sur lesquels l'ECOSEC s'est inspiré pour justement rédiger son rapport. D'accord. Les Pays-Bas, c'est 30% du territoire des Pays-Bas qui est gagné sur la mer. Gagné sur la mer, oui. Si on peut le faire pour la Kabylie. Ouais, voilà. Et donc la Kabylie peut s'inspirer de la technologie donc des Pays-Bas. Justement, on peut gagner du territoire sur la mer. Ah, ce serait magnifique. Alors justement, est-ce réaliste de comparer la Kabylie à ces pays, Guy? Oui, voilà. Et j'espère un jour on pourra dire que, comme ils l'ont dit pour les Pays-Bas, Dieu a créé le monde et les Kabyles ont créé la Kabylie. Penses-tu que c'est vraiment réaliste? Hein? De comparer ces pays, la Kabylie à ces pays-là?
Bon, Est-ce les que dits, c'est en fait, faisable? les dits, c'est pas du copier-coller. Copier-coller, ça marche jamais. Comment alors? Mais il faut s'inspirer et s'adapter. Donc, s'inspirer, Ouais. voir comment ils font, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Donc, de nous coloniser depuis le 7e siècle, quand donc on va retrouver notre indépendance, il faut se retrousser les manches et voilà, donc récupérer tout le temps perdu. Donc, il faut voir, s'inspirer de ceux qui ont fait le mieux et l'adapter donc à nos réalités, aux réalités kabyles. Et en plus, il ne faut pas, comme on a dit, il ne faut pas viser du gigantisme. C'est parce que Tangimed est le plus grand port méditerranéen et africain que je suis obligé de le concurrencer. Non, je vais m'aider sur lui, je vais m'appuyer sur lui. Et donc essayer de faire comme il fait. Probablement un jour, on va grandir, on va devenir comme lui. Mais donc il y a une trajectoire. Donc il ne faut pas brusquer les étapes. Il faut aller doucement, doucement. Donc tout à l'heure, on a une trajectoire un petit peu qui peut aller jusqu'à 15 ans, justement pour viser 10% du PIB global de la Kabylie. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on y reviendra. Capitaliser donc actuellement sur le port de Gaïté comme le pivot. Donc c'est à partir de lui qu'on va, donc on va le mettre à une autre échelle. Donc en fait, actuellement, il est au mode artisanal, les modes archaïques. Donc il va falloir faire justement s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde pour en faire de Gaïth un port équivalent. Pas en taille probablement, mais en moins d'organisation, de technologie, tout ça, équivalent de Tangimed, d'Algeciras, du Perret, du port de Barcelone et tout ça. Et aussi articuler aussi, donc utiliser Azfon, Tixert, Dillis, Zmouri, Djidjil. Donc voilà, voir comment dans un seul, on a des PCS, donc un système informatique, les relier tout ça. Et aussi créer, développer donc des services, en faire comme il a fait le Singapour, c'est devenu une plateforme de services. Donc c'est pas uniquement la logistique, les ports, on ramène des navires, on va lieuter les conteneurs et puis voilà, décharger. Voilà, donc il y a tout, on verra tout à l'heure, il y a des labels qu'il faut suivre justement pour qu'ils soient bien classés dans le monde et qui soient sur d'attraction. Donc, ils peuvent attirer d'être. Donc, on fait les chaînes de froid pour la pêche et tout ça. Ce qu'on appelle les MRO, donc la maintenance navale. Voilà. Et le PCS, on l'a dit. Et voilà. Donc, et tout ça. Donc, la cohérence d'un ensemble. Tu as la logistique, tu as le tourisme, tu as les richesses halieutiques, donc la pêche et l'aquaculture, et aussi la technologie, le numérisme, la formation. Voilà, donc tout ça, avec ça, donc peut viser des niches adaptées progressivement à sa taille. Et la mer offre des trajectoires graduées, pas des miracles instantanés. On ne peut pas rêver à un miracle instantané, mais il faut penser à une trajectoire graduée, quoi. Justement, mais la question suivante, un peu, je pense répondu à la question, mais je voulais juste te dire quelles sont les industries possibles en Kabylie, à développer en Kabylie. Donc, ils sont au nombre, je pense, de 7. On va les énumérer. Oui. Non, ils sont au nombre de 5. Ces industries possibles? Ouais, les industries maritimes donc possibles en Kabylie. Il y a donc d'abord le port et la logistique, le transport et la logistique. Donc des terminaux, il faut mettre des terminaux, des vraquiers, des vracs, des rouliers, des camions et tout ça, des conteneurs, des feeders. Les feeders, c'est les navires qui ramènent des conteneurs. Les ferries pour le croisière transport de personnes, les entrepôts pour la douane, donc il faut beaucoup d'entrepôts, des services nautiques, donc tout ce qui est dans le nautisme, tout ça, donc les ports et la logistique, c'est le cœur de l'économie bleue, donc de l'économie maritime. Et c'est lui qui constitue en fait le gros gisement d'emplois qualifiés, directs et indirects,
voilà, les opérations, la sûreté, le numérique, l'énergie aussi. Donc, il y a aussi ça, c'est un effet comme des tracteurs. Donc, il attire les transitaires, il attire les assureurs, les armateurs, il attire les manutentionnaires, les startups. Hein. Donc, on peut d'ores et déjà lancer des startups. Voilà. Et puis, probablement la première action à faire dans le cadre de la Kabylie indépendante, c'est de développer donc, ce qu'on appelle le PCS, hein, donc le Port Community System, donc qui fait un petit peu l'alchimie de tout ça, donc comment on dit, agréger tout ça, hein, donc réunir tout ça en un seul système d'information. Voilà, donc un guichet unique et aussi la première des choses à faire, donc dans le cadre de la Kabylie indépendante, c'est déjà l'amélioration des temps d'escale, l'électrification par exemple, et aussi diversifier les liens. Donc on fait un peu un maillage, donc pas actuellement bouger, Gaït, il fait Marseille, je pense 7, c'est tout ça, mais on peut aller à Barcelone, à Alicante, on peut aller à Tanger, on peut aller à Opéré, donc il faut développer tout ça. Ça déjà, c'est un truc qu'on peut, parmi les premières actions qu'on peut faire, quoi. Et le deuxième, donc la deuxième filière, c'est la pêche et l'aquaculture. Donc il faut monter en gamme, donc développer les chaînes de froid, traçabilité. Donc il faut développer le truc de traçabilité, comme quoi ce poisson-là, comment dire, enfin, voilà, il est pêché à Zémoré, à pêcher, donc voilà la traçabilité, tout ça c'est de l'informatique. La transformation, voilà, donc le fumage, le conserve, le filetage, tu vois, l'aquaculture. Donc les coquillages, les algues, les dorades, le bar, les lots de mer, tout ça, c'est des choses qui peuvent être développées, bien sûr encadrées avec des études environnementales. Ça, c'est des choses aussi que la Kabylie peut d'ores et déjà s'engager. Et voilà, tout bien sûr en demandant un partenariat international. Et ça permet... donc déjà, si on développe ça, ça permet déjà la transformation locale. Donc Asfon, ce n'est plus Asfon d'avant, ça va être un autre Asfon. Pareil pour tout ça, pour tout le pourtour maritime. Et ça permet aussi de créer beaucoup de boulot. Donc voilà. Donc déjà, on peut absorber le chômage pratiquement à une très grande échelle. Voilà. Donc déjà. Les actions directes initiales qu'on peut faire dès la Kabylie indépendante, c'est fiabiliser les infrastructures d'Asfon, de Delus, voilà, avec des chaînes de froid, les chambres froides, et voilà, former, donc mettre en place des normes sanitaires, acquérir des labels pour pouvoir faire aussi des ventes en gros, hein, donc pas uniquement à l'intérieur, mais aussi exporter, tout ça. La troisième filière, c'est le tourisme. Le tourisme donc côtier et plaisance. Ça veut dire il faut, comme je dis, il faut éviter un tourisme de masse, mais un tourisme raisonné, et aussi développer un tourisme de luxe. Donc voilà, des choses comme ça, mais ça c'est des études qu'il faut faire. Et il faut veiller à la propriété de l'environnement, un environnement sain, propriété des plages, les ports des plaisances accueillants. Tu vois, donc on peut faire... voilà, donc des plaisanciers du monde qui peuvent venir passer leurs vacances ou s'installer pendant un certain temps en Kabylie, sur les ports de plaisance kabyles. Et ça fait un peu de luxe, hein, les gros yachts de machin. Mm-hmm. Voilà, donc il y a des circuits aussi culturels, nature. Donc on peut des croisières avec donc des ramifications à l'intérieur de la Kabylie, sur la montagne, sur voilà, Iflis par exemple, tout ce qui est touristique. Il faut savoir remémorer les comptoirs des Phéniciens à l'époque, hein, tu vois. Aussi l'artisanat ou l'industrie, par exemple, remémorer des armes d'Iflis, hein, par exemple, reconstruire tout ça. Développer une gastronomie kabyle. Voilà, et mettre beaucoup de capacités, même en petite taille, donc pas de hôtels énormes, mais de petites capacités d'hébergement, et répéter un petit peu avec des investisseurs, voilà, des promoteurs, le développer sur tout le pourtour, hein, de la Méditerranée.
Voilà, donc comme ça permet de créer pas mal d'emplois de proximité et donner une image positive de la Kabylie à l'échelle internationale. Et sans oublier donc, la restauration, l'artisanat, développer les guides culturels, comme ça se fait un peu dans le monde. Donc en fait, élever la façade maritime kabyle à un niveau international, à un niveau, mais bien sûr tout ça, ça se fait dans des normes, donc il faut respecter des labels, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, donc il faut, pour ça, pour le tourisme, on peut créer, d'ores et déjà créer des sentiers. Et ça, c'est facile à faire, même avec... Des sentiers. Des sentiers littoraux balisés. D'accord. Donc, des sentiers littoraux, des labels environnementaux, des escales de croisière, côtières à petite échelle, mais répétées, quoi. Donc, voilà. Parce que si on se met sur des gigantesques, donc ça, il faut du temps, il faut du machin, mais il faut vraiment passer à petite échelle, mais répétée, et à ce que pour que tout le monde puisse faire quelque chose, quoi. Donc, apporter son port. Et aussi, développer les ports de plaisance de Tixirt et Asfon, des gens qui sont déjà prêts, hein, donc il faut les développer à des normes internationales, quoi. La quatrième filière, c'est les constructions et réparations navales. Voilà ce qu'on appelle donc l'industrie MRO. Donc il faut mettre en place des ateliers de maintenance, donc de moyenne taille, capables d'intervention rapide, la peinture, la chaudronnerie légère, la mécanique, l'électronique, les composites pour les flottes de pêche, pour les bateaux de pêche, les services, et les plaisanciers, tout ça. Donc en fait, mettre en place une infrastructure, des ateliers, des personnes qualifiées pour faire ce genre de choses, pour assurer la maintenance de tous les navires qui circulent en Kabylie, quoi. Donc voilà. Et voilà, donc c'est un secteur qui est très intensif en emploi, technique, sécurisé. L'activité halieutique et la plaisance fidélisent un petit peu les armateurs locaux aussi. Et voilà, donc on peut d'ores et déjà lancer des ateliers MRO pour bateaux artisanaux et aussi faire des plans de formation, donc des BTS, des techniciens, voilà. Faire des soudeurs, ceux qui font des moteurs, des spécialistes en matériaux composites et tout ça. Donc, voilà, développer des écoles de formation, des instituts de formation qui forment un peu des personnes, hein, des jeunes à cet emploi. Voilà. Et la dernière... Hein, le potentiel de formation et d'éducation dans ce domaine est énorme. Est énorme, oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut une gouvernance spéciale dédiée à la façade maritime de la Kabylie. Absolument. Et il faut développer aussi maintenant, tout se fait en intelligence, tout se fait dématérialisé. Donc, ça ne sert à rien de faire quelque chose alors qu'il n'y a pas de normes, qui est différent des autres, qui n'est pas... voilà. Donc, quand quelqu'un vient, il faut vraiment se mettre au niveau en matière organisationnelle, en matière technologique, par rapport à ce qui se fait de mieux. Donc déjà, le monde entier, ils ont développé ce qu'on appelle donc pour Community System, donc pour la traçabilité, pour la sûreté, la cybersécurité, pour le guichet unique, toutes ces choses-là. Donc il faut d'ores et déjà commencer à développer. Et ça, voilà, ça permet d'agréger autour de ce secteur, donc des startups de la donnée, hein, donc de l'IA, de l'intelligence artificielle des données, des services professionnels, hein, des boîtes numériques, hein, des boîtes informatiques pour faire tout ça. Et le fait de faire ça, donc ça réduit un petit peu l'attente, hein, au lieu de faire des choses d'une façon artisanale ou de matière archaïque comme il est le cas actuellement. Et donc ça permet de réduire ces attentes-là, ça permet de réduire la corruption aussi, donc avec cette dématérialisation. Et voilà, donc déjà, l'une des actions initiales dans ce sens, on peut d'ores et déjà développer le PCS léger des 12 mois, avoir des tableaux de bord publics, des escales et de la satisfaction des usagers. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, la mer crée énormément d'emplois et en plus à tous les niveaux de qualification. C'est pas uniquement le niveau de qualifié, des bac plus 5, des docteurs, machin, mais voilà, pratiquement toutes les qualifications. Donc, voilà. Donc, la mer crée ce genre d'emploi. Donc, c'est un gisement d'emploi. D'accord. Bon.
C'est magnifique. Et justement, quel rôle jouent les ports kabyles dans tout ça? Mais les ports kabyles, donc déjà, on a le port principal qui va nous servir de pivot pour toute notre organisation de la face maritime kabyle. Donc ça sera un port pivot. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 12 millions de tonnes de marchandises. Hein? Ouais, voilà, de Gaïth. Donc les marchandises, 12 millions de tonnes. Et ça, c'est rien. Déjà, c'est 10% de la globalité de tous les ports d'Algérie. D'accord. Donc Gaïth, c'est 10% donc de services, de tout. Et ça, c'est vraiment que dalle. Donc quand on voit, tout à l'heure, on va voir avec les autres, avec Tangier Med, il fait, donc on va voir tout à l'heure le tonnage. Voilà, on peut, tout là, ce qui se fait l'Algérie réunie, donc c'est peanut, quoi. Voilà. Okay, on le verra tout à l'heure. Donc il y a actuellement, il fait donc le port de Gate, il fait déjà les hydrocarbures, hein, donc il fait les méthaniers et tout ça. Il fait il est polyvalent, il fait des conteneurs. Voilà, mais donc avec un style particulier, hein, donc ce qu'on appelle BMT, donc B comme Bijaya. Il fait actuellement des liaisons passagères avec Marseille. Voilà, donc là, nous, ce qu'on veut, on veut qu'il sorte de ça, donc il sort de cet archaïsme, de cette petitesse, mais il faut d'abord l'organiser, le moderniser avant de le rendre un peu géant à l'équivalent. Donc il faut qu'il soit non pas pivot kabyle, mais un pivot méditerranéen. Ça veut dire qu'il faut que Tangier peut s'appuyer sur Bougie Gaïth. Algeciras peut s'appuyer sur Gaïth. Voilà, donc il faut qu'il a du poids, qu'il a de la valeur. C'est ça un peu le rôle qu'on va viser. Donc là, avec l'électrification acquise actuellement, donc c'est les humains. Donc par contre, il faut électrifier à mort, tu vois. D'ailleurs, nous avons parlé la dernière fois sur l'indépendance énergétique. Absolument. Donc, nous déjà, l'ICOSEC a fait tout un rapport par rapport à ça. Il a démontré qu'on peut justement être indépendant énergétiquement, donc mettre en place cette donc électrification à quai générale sur le port du Gaït. Sur Asfon, actuellement, c'est un port de pêche et un peu de plaisance, donc distingué. On appelle ça ancien pavillon bleu. Voilà, il a un fort potentiel à développer. Donc actuellement, pareil, il est artisanal, il est archaïque. Et voilà, il faut y mettre, donc il faut développer le tourisme et plaisance là-dessus, comme on vient de le dire, et aussi mettre beaucoup de formation. Idem pour Tixert. Donc c'est un port de plaisance, de pêche. Actuellement, il y a 81 unités. Voilà, donc voilà, entre les plaisanciers et entre les yachts et les bateaux de pêche. Donc ce qui est très très peu, hein, voilà. Et il faut, en plus, il y a un atole baleinière. Voilà, il a une très forte attractivité, donc il faut la développer, l'internationaliser, la rendre équivalente de ce qui se fait de mieux à l'échelle internationale. Et aussi, il y a Delus, hein, donc le port de Delus, qui est un peu parmi le plus ancien. Hein, donc voilà, donc Delus, ça fait partie de la Kabylie antique. Hein, voilà, donc il y a actuellement, ils font quelques réaménagements, le dragage, l'équipement. Voilà, donc et actuellement, il y a à peu près 100 embarcations à Delus, ce qui est très peu aussi. Hein, voilà. Et il va falloir développer justement donc pour la pêche des chiens de froid, il faut des ateliers de filets, de la filière glace et tout ça, donc des filières de transformation. Et voilà, donc en gros, voilà un petit peu ce que nous avons, mais il faut les moderniser, les rendre aux normes internationales avant de penser à les rendre un petit peu géants pour, disons, rivaliser avec ce que nous avons ailleurs. Et comme tu as dit, il faut aller doucement, pas à pas, pour bien réussir le projet. Voilà, tout simplement. Tout à l'heure, tu as parlé de souveraineté d'accès. Que signifie la souveraineté d'accès à la mer? Déjà, ce qu'on a dit, mettons-nous dans la peau des Mozambiques. Des Mozabites. Oui. Si les pauvres Mozabites décident d'indépendance, ils seront un peu dans la difficulté, quoi. Donc, ils seront enclavés
Voilà, donc ils ne seront pas vraiment souverains, quoi. Ouais. Et c'est dans ce sens-là que la Méditerranée donc, donne sa souveraineté à la Kabylie. Donc on a la capacité de choisir. Donc la souveraineté n'est pas l'isolement, c'est la capacité de choisir ses routes, ses partenaires, ses calendriers. Donc quand on a notre façade à nous, propre à nous, nous sommes capables de faire tout ce qu'on veut avec. Voilà, et c'est ce qui fait que donc il y a une souveraineté d'accès. Il est à nous. Donc personne ne vient te dire. Voilà. Par contre, si on est enclavé, là on aurait beaucoup de problèmes et notre capacité de choisir, il sera réduite à néant. Donc on n'aura pas beaucoup de choses. Donc on sera toujours dépendant de quelque chose. Et quand on a fait la dernière fois, on insiste sur l'indépendance énergétique et cette mer, la chance de la Kabylie d'avoir une façade méditerranéenne, voilà. Donc c'est une bouffée d'oxygène, c'est une souveraineté, c'est une prospérité. Donc nous sommes très très chanceux d'avoir cette façade méditerranéenne. Voilà. Donc cela signifie on diversifie nos liaisons, on choisit qui il veut, on peut imposer nos règles. Voilà, bien sûr, on négocie. Donc, tu vois, donc on est maître de notre destin, maître de nos décisions. Voilà. On peut sécuriser le ravitaillement, la logistique. Hein, voilà, des navires qui viennent chez nous. Voilà, donc on réduit donc les dépendances imposées et les chocs exogènes. Hein, tu vois, donc les différentes tensions, les différents détroits et tout ça. Voilà, donc ça permet de réduire pratiquement toutes les dépendances. Et puis pour les entreprises et les ménages kabyles, c'est moins, je veux dire, ça coûte moins cher, c'est moins d'aléas, c'est moins de problèmes, c'est des coûts un peu plus lisibles et des emplois et des compétences locales qu'on peut déjà utiliser pour la prospérité de la Kabylie et aussi exporter à l'échelle internationale pour encore plus de prospérité. D'accord, ok, merci. Effectivement, l'accès à la mer permet de ne demander d'autorisation à personne pour importer ou exporter ces marchandises ou même se mouvoir à l'autre. Tout à l'heure, tu as parlé justement du rapport EcoSec dans lequel il y a l'ALCAPK. L'ALCAPK. Qu'est-ce que l'ALCAPK et pourquoi c'est important? Et là-dessus, en fait, beaucoup de Kabyles ne le connaissent pas. Moi, la première personne qui m'en a parlé, il y a 2 ou 3 ans de ça, c'est actuellement Mskini Wazala Forbé, Mourad Etim. D'accord. Donc Mourad Etim, c'est lui qui m'a parlé pour la première fois d'Al-Kapika. Je ne l'ai pas cru. Quand il me parlait comme ça, j'ai dit c'est Mourad. Voilà, Mourad, arrête de raconter. Tu regardes, machin. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé. Donc, sur Google, j'ai fait Al-Kapika. On fait effectivement exister. Et donc, là, on va l'apprendre pour ceux qui ne le savent pas, pour nos compatriotes kabyles qui ne le savent pas. Al-Kapika est d'abord un terrain géologique. Donc, c'est une terre géologique. Al-Kapika, Al pour Alboran, K pour Kabylie, P pour Pélorétain, et Calabre, et K pour Calabre. Donc en fait, c'est il y a 10 millions d'années. Donc tout le monde peut regarder sur Internet. C'est scientifique, hein. C'est pas une affabulation, c'est pas une invention. C'est quelque chose qui a, selon les géologues, qui a existé. C'est une entité géologique qui a existé il y a 10 millions d'années. Donc avec sous le mouvement des plaques tectoniques. Donc là maintenant chacune il se trouve dans un endroit, mais à un moment donné. C'est donc l'Alboranagé, les îles Baleares, la Kabylie, la Sicile, la Sardaigne, la Corse,
Pélorité-Guinée, je crois, le Pérus. Et ces entités-là, ils étaient une seule entité. Voilà, maintenant ils sont dispersés. Un seul territoire, c'était un seul territoire. C'était un seul territoire. D'ailleurs, même si on regarde un petit peu, il y a beaucoup de gens, on connaît des gens, ils étaient par exemple en Sardaigne, et il a dit, mais il ne croyait pas ses yeux, il dit que je suis en Kabylie. Voilà. Pourquoi? Voilà, parce que visiblement, c'est le même paysage, même la Corse. La Corse, elle ressemble beaucoup à... Donc c'est pour ça que si on compare du point de vue géologique le relief de ces entités-là, on trouve qu'ils se ressemblent effectivement beaucoup à la Kabylie. D'ailleurs, même la Kabylie, il a un relief à part en Algérie. Il n'est pas comme toutes les autres régions, n'a pas les autres reliefs avec les autres. Et donc, ça peut... Donc, ce qui peut dire que les gens ils peuvent vérifier, donc ça a existé réellement. Et l'idée d'Ecosec ici, justement, c'est de faire revivre ça. Donc, ne serait-ce, donc on ne peut pas coller la Corse à la Kabylie. Je me rappelle... Je me rappelle, quand j'étais à l'université, il y avait un enseignant, c'est une anecdote entre guillemets. Voilà, un truc on parlait, ça c'est un câble à l'université, on parlait du sport GSK. Alors, comme la GSK à l'époque, si elle la championne, si elle tout le temps, premier machin, en fait, le niveau, c'est pas le même, quoi. Et alors, il a dit que il viendra un jour que la GSK va jouer dans la Ligue championnat européenne, quoi. Donc, voilà, ça, c'est quand on était à l'université. Et voilà, donc, on aimerait bien donc, le recoller, mais on ne peut pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est créer cette alliance. Donc, se mettre d'accord avec ces pays-là, avec l'Espagne, en ce qui est des îles Baléares. Donc, faire déjà ce qu'on a dit avec les croisières, les échanges, un libre-échange économique, tu vois, faire tout ça avec les îles Baléares, la Corse, la Sicile, la Sardaigne, et donc bien sûr avec l'accord de la France, avec l'accord de l'Italie. Donc, enfin, nous serait-ce revivre ça. Donc, c'est ce que le Conseil a appelé Alcapica 2.0. D'accord, ok, 2.0. Voilà, donc à défaut de faire vraiment l'Alcapica tel qu'il a été il y a des millions d'années. Donc, il propose une coopération culturelle et économique avec ces îles-là. Donc, il propose donc des opportunités ou des coopérations modernes et aussi donc une économie bleue partagée, voire ce qu'on peut partager entre eux. Donc, on a dit voilà faire un peu ces ports-là, des ferries entre les différentes îles avec la Kabylie, mettre en place un réseau universitaires et des projets universitaires, mettre en place des musées pour revenir à ça, donc faire de l'Alcapica, organiser des salons nautiques communs, faire un petit peu aussi échanger des programmes de pêche durable, créer des aires marines, voilà, et aussi s'entraider sur les risques, en fait, créer une gestion des risques commune, par exemple, créer un tourisme culturel parmi ces entités-là. Et voilà, et ça permet à la Kabylie déjà de commencer son rayonnement à l'échelle internationale. Voilà, donc vraiment tout en ouvrant des chaînes de projets concrets. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Moi, en lisant ça, ça m'a fasciné. Voilà, donc j'y crois. Vraiment, quoi. Donc voilà. D'accord, ok. Quand on parle des projets maritimes, du développement des ports, on peut parler aussi de la défense maritime, de tout ce qui est flotte navale. On peut la développer. On peut parler de sous-marins, accueillir les sous-marins aussi des autres pays, etc. Non? Ben oui, effectivement. Donc là, dans le cadre d'une Kabylie indépendante, il aura besoin donc des moyens de défense. Voilà, donc pour ça, et il peut voilà, développer donc avec d'autres partenaires, hein, bien sûr, parce que bon, à l'heure actuelle où nous sommes, donc il faut qu'on s'appuie sur les puissances, savoir allier des alliances, justement pour pouvoir se doter de sous-marins, hein, donc à propulsion conventionnelle comme à propulsion nucléaire. Pourquoi pas développer des frégates, voilà, pourquoi pas, on sait actuellement
l'industrie, les porte-avions, on en parle beaucoup en ce moment, ce qu'ils font actuellement dans le Golfe. Voilà, donc il y a tout un savoir-faire qui pourrait être développé avec ça. Ah bah oui, donc pas tout seul, mais voilà, donc des alliances. Donc il faut s'insérer dans des alliances qui sont capables de doter la Kabylie par rapport à ça. Donc il y a toute une industrie de défense. C'est vrai que dans les filières que nous avons énumérées tout à l'heure, nous n'avons pas parlé de ça. Mais donc ça peut être une autre filière, donc une filière militaire, une filière de défense. Et on peut aussi, donc un élément que nous n'avons pas intégré, c'est le dessalement de l'eau de mer. Donc, en fait, on peut aussi résoudre le problème, même que la Kabylie elle a beaucoup d'eau, mais si jamais il y a un manque d'eau, pour une raison ou une autre, pour du sécheresse ou j'en sais rien, donc on peut aussi développer des dessalements, donc des unités de dessalement, même petites, hein, donc on n'est pas obligé de faire de grosses trucs. Actuellement, par exemple, tous les pays du Golfe, eux, et en fait, l'euro provient des unités de dessalement. Donc la Kabylie, avec cette donc façade maritime, il peut aussi développer des unités de dessalement de l'eau de mer. Et en plus, ça, c'est pas, la technologie n'est pas difficile, donc on peut facilement la mettre en œuvre, quoi. Donc il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait un peu d'argent, donc on peut facilement faire... voilà. Oui, tu as parlé tout à l'heure de porte-avions, éventuellement développer des porte-avions, des trucs comme ça. Ouais. Donc, je sais qu'en tout cas, le porte-avions Charles de Gaulle était, avant d'aller en Méditerranée orientale, était au niveau de la Suède, ce qui fait que la Suède a des ports qui puissent recevoir de tels grands porte-avions, de tels bateaux, et donc qui ont développé aussi des ports maritimes. Donc voilà, et on parle aussi en parlant des porte-avions, pourquoi pas un jour avoir un porte-avions Jugurtha. Jugurtha, Massinissa, Takfarinas. Voilà, Marteau Blounes, malheureusement, Marteau Blounes, porte-avions Marteau Blounes, ce serait très intéressant, absolument. Donc là, tu as parlé en fait de tout ce qui est méditerranéen, notamment Al-KPK, d'accord. Je voulais juste revenir pour toi. Quel rôle pour l'Union pour la Méditerranée? Oui, l'Union pour la Méditerranée, c'est une très très belle initiative. Généralement, on critique sur pas mal de choses Nicolas Sarkozy, mais je pense qu'il en a fait quelques vraiment bonnes choses. Et parmi elles, c'est l'Union pour la Méditerranée. Et ça, donc, quand même, il a fait réunir dans cette UPM, donc 43 États, donc des deux rives de la Méditerranée. Et malheureusement, il est politisé. Donc on aurait pu, avec cette organisation, l'UPM, faire rendre le lustre d'antan à la Méditerranée. Parce que la Méditerranée a été le berceau de la civilisation. Or que maintenant, en fait, les deux rives, donc la rive sud et la rive nord, se regardent en chaîne de faïence. Absolument. Donc il y a un choc de civilisation. Alors qu'on était la même civilisation il y a donc des milliers d'années avant. Et là, on se retrouve que, bon, heureusement, la Kabylie ne fait pas partie. Donc la Kabylie ne contribue pas parce que nous sommes, pour les valeurs universelles, nous n'avons rien, aucun problème avec tous les pays qui sont dans le pôle méditerranéen. Ils sont des peuples méditerranéens, qu'on avait dit au début. Donc nous n'avons aucun problème avec la civilisation occidentale. Et donc là, ça sera l'UPM, ça sera donc une belle opportunité pour que la Kabylie s'insère dedans, voilà, et devient membre, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Donc avec l'UPM, je pense, parce que l'UPM, il permet de labelliser des projets et cofinance des projets, des plateformes. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, moderniser ce que nous avons actuellement en Kabylie, les ports et que nous avons actuellement en Kabylie, leur donner une organisation moderne, aux normes internationales, mettre en place une technologie donc identique à celle qui suit le mieux dans le monde. Et si on avait ce label, et l'UPM peut financer. Donc déjà, l'Union pour la Méditerranée peut financer la plupart des projets pour justement mettre à niveau
l'industrie maritime kabyle. Et donc c'est un levier extraordinaire. D'ailleurs, voilà, donc les labels, ils s'appellent BMP, Blue Mediterranean Partnership. Voilà, donc si on s'inscrit dedans, on présente des projets et donc on peut être financé par ses partenaires, donc par ces 43 pays. C'est quelque chose voilà. Et nous, on peut aussi créer un label, donc qui s'inspire un peu de Blue Mediterranean Partnership, créer un port bleu kabyle. Donc voilà, ça veut dire que pour qu'il y ait concurrence, pour qu'il y ait donc un label, toutes les industries qui s'agglomèrent autour donc de nos ports, de cette façade, dans le privé, le public et tout ça, pour pouvoir, déjà quand on fait les appels d'offres, comme ça, on peut exiger un port bleu kabyle. Donc voilà, pour être accepté, il faut bénéficier d'un label port bleu kabyle. Voilà. Et quand tu bénéficies de ça, qui n'est pas en contradiction avec celui de l'EPM, et là, après, on peut donner le marché. Voilà, tu as accrédité le marché, par exemple. Donc, ça nous permet de créer des ports verts, faire, par exemple, des projets d'électrification à quai, faire des projets d'efficacité énergétique, la qualité de l'air, donc une filière algues et aquaculture durable, la formation au métier de la mer, créer des écoles bleues, ou des instituts bleus. Voilà, métier pour mer. Voilà, et ce label permet accéder à une visibilité, tout le monde te connaît, et aussi pouvoir accéder au financement également. Donc voilà, donc tu gagnes en crédibilité, tu gagnes un accès facile aux bailleurs et au consortium euro-méditerranéen. Donc voilà un petit peu ce que l'UPM peut apporter à la Kabylie et comment la Kabylie puisse s'appuyer sur cette organisation qui, encore une fois, je le dis, c'est vraiment, il est génial. Et moi, je rêve un jour que donc l'UPM fonctionne correctement pour rendre son lustre d'antan à la Méditerranée et par ricochet à la Kabylie. D'accord, ok. Merci. Tout à l'heure, un mot extrêmement important qui est la civilisation occidentale. La civilisation occidentale, c'est une idéologie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ce ne sont pas des peuples caractérisés, mais c'est une idéologie, c'est la façon de vivre, c'est la façon d'être, c'est la façon civilisationnelle d'être. Et nous, on était des occidentaux, c'est-à-dire qu'on faisait partie du peuple, ce qu'on appelle le peuple occidental. Et donc, j'espère qu'on le reste toujours, qu'on est qu'on retrouve notre nord, notre boussole du nord. Du Nord, ouais, qu'on est des Occidentaux et que si on l'a perdu, qu'on retrouve aussi ça. Ouais. Voilà, ok, merci Khazidan. Juste, quels sont, justement, tu as parlé de l'Union de la Méditerranée, et quelles sont les actions immédiates pour y parvenir? Donc, dans une fourchette, comme on a fait la dernière fois, donc le rapport sur l'apologétique a estimé qu'au bout de 10 ans, donc la Kabylie sera indépendante énergétiquement. Et là, en fait, dans le rapport EcoSec, donc il y a deux volets. Donc les premières actions à faire d'ici pratiquement 8 ans. Ok, ça c'est un premier, ou bien ce qu'on a. Donc ils ont mis exactement 60 mois. 60 mois. Donc quelles sont les actions à faire dès dès qu'on arrache notre indépendance, dès que la Kabylie arrache son indépendance, donc quelles sont les actions immédiates justement de mise à niveau, de remise à niveau. Après, il y a un autre programme, donc on verra probablement tout à l'heure, on aura quelques minutes pour parler dessus, c'est comment atteindre 10% du PIB global. Comment la façade maritime, donc voilà. Donc c'est deux programmes. Donc là c'est EcoSec propose donc un programme d'ici 60 mois. Et dans la première année, donc les 12 premiers mois, donc il propose donc d'ores et déjà de travailler sur le PCS minimal, donc le système d'information qui va régir tout ça. Donc même s'il n'est pas robuste, mais au moins minimal.
Donc avoir par exemple un guichet unique, un guichet ferré, saisonnier. Voilà, par exemple, quand on veut prendre le truc de la... Je sais pas, par exemple, quand vous voulez, tu veux aller à Algésiras, à Tanger, machin, donc la Kabylie, il faut qu'il s'insère dans ce guichet-là. Voilà, donc on trouve, je vais aller à la Kabylie. Voilà, donc Vgaït, par exemple. Il faut faire donc développer des chaînes de froid à Asfoni Delis. On a des chaînes de froid justement pour la pêche, la transformation et tout ça. Donc toute l'industrie qui est impliquée dans le truc. Voilà. Ouais. Conservation. Et aussi, d'ores et déjà, développer, donc ça au bout d'une année, c'est des choses. Et en plus, ça c'est des trucs, commencer à chercher des labels, des partenariats. Et voilà, et aussi développer des ateliers déjà de maintenance, de réparation et de maintenance sur les bateaux. Voilà, donc ça, on peut d'ores et déjà commencer à le faire. Donc au bout d'une année, déjà, on prépare une petite base comme ça. Hein. Donc de 24 au 36 mois, et il propose, voilà, donc de faire, d'interfacer vers les hubs. Donc, en fait, commencer à faire de Vgaït un hub. Actuellement, quand tu parles de hub, c'est Tanger, c'est Dubaï. Voilà, donc, et nous, on veut arriver à où le port de Vgaït va devenir un hub. Et c'est pour ça donc il faut commencer d'ores et déjà à avoir des relations donc s'interfacer avec les hubs de la Méditerranée de l'Ouest. Donc voilà, de la Grèce, de l'Italie, français, marocain. Voilà, donc, et aussi déjà commencer à faire des fermes pilotes de l'aquaculture. Voilà, pour les coquillages et les algues. Et parce qu'avec les algues, avec cette aquaculture, on peut développer de la cosmétique. On va parler, mais avec ça, donc on a pas mal des huiles essentielles, des produits cosmétiques à base d'algues. Et ça vend très très cher, donc ça va rajouter encore beaucoup plus. Et aussi, donc, commencer d'ores et déjà à préparer les premiers itinéraires, donc tourisme de nature et de plaisance. Voilà. Donc ça, au bout de 36 mois, donc on peut déjà élever à 1 euro que les ports de la Kabylie commencent à se faire connaître. Et donc jusqu'à le 60e mois, donc là on commence à moderniser donc de fond en comble le terminal de Vgaït, hein, avec une productivité accrue, pour une sûreté meilleure et surtout une électrification totale. Il n'y a rien qui se fait manuellement. Voilà, donc il faut développer donc les croisières côtières kabyles, développer les écoles bleues un peu partout, donc sur la façade maritime des métiers pour mer. Donc commencer à chercher les labellisations IPM et commencer d'ores et déjà à travailler avec donc les îles qui font partie de l'Alcapica. Déjà commencer à faire des collaborations et des échanges pour des marées culturelles et après économiques par la suite, quoi. Donc voilà un petit peu ça, les premières actions au bout de 60 mois, hein, que nous pouvons faire déjà, quoi. C'est déjà assez court, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu as parlé de l'économie bleue. Ouais. Donc, quel pourrait être l'apport en pourcentage de PIB de l'économie bleue dans le PIB global de la Kabylie? Oui, donc ça, pour faire ça, c'est un calcul qui était vraiment pénible. Je pense que c'est la partie la plus dure du rapport, ou la été la plus difficile à élaborer. Mais quand même, nous avons fait, voilà, donc l'ICOSEC a réussi à s'inspirer, comme on dit toujours en s'inspirant, parce qu'actuellement, nous n'avons pas de données statistiques, même si on les a, mais on ne sont pas sûrs s'ils sont voilà, corrects. Et on a vraiment une petite infime de rien du tout, quoi. Donc voilà, on a utilisé pas mal donc des pays. Et aussi, on a consulté d'autres normes dans le pays, quelles sont les normes utilisées. On a les statistiques de la Banque mondiale et tout ça. Pour vous résumer un petit peu, un exécutif, pourquoi ça? Donc, l'objectif de ce travail, c'est un scénario. Donc, comment porter l'économie bleue kabyle de 7 à 10% du PIB en 10 à 15 ans. Voilà. Pour ça, pour arriver à ça, l'une des conditions majeures,
il faut faire du port de Vgaïth un hub méditerranéen. Ça veut dire que tous les projets doivent se concentrer, donc on peut arriver. Malheureusement, je ne peux pas détailler tout, c'est un gros truc, mais je vais dire un résumé par rapport à ça. Ouais, L'essentiel. Donc, l'une des conditions, c'est que Vgaïth, il faut qu'il soit un hub méditerranéen. Il y a aussi, il faut faire activer les filières, les 5 filières. Donc, ce que nous avons dit pour le port et la logistique, le tourisme et les marinas. Nous n'avons pas parlé du marinas, donc les marinas aussi, ça fait parmi un petit peu du tourisme qu'on peut développer aussi. Il y a la pêche et l'aquaculture, les chantiers navals, et aussi, nous n'avons pas parlé, mais nous avons parlé de la l'émission précédente, c'est les énergies renouvelables offshore. Donc, on peut développer, comme le fait par exemple un certain nombre, développer des éoliennes dans l'offshore. Et en plus, ils sont flottantes. Voilà, donc des choses comme ça. Et aussi, ce rapport-là propose à ce que, je pense qu'on a évoqué la dernière fois, mettre en place pour les câbles et les data de la Kabylie avec, par exemple, l'Europe, avec l'international. Ouais. Nous en avons parlé la dernière fois. Donc, ça accrue encore notre souveraineté et notre prospérité par rapport à ça. Donc, on peut, d'ores et déjà, avec ça, c'est des conditions pour arriver à ça. Et tout ça, on a essayé de calculer l'investissement, et c'est 1,5 milliard de dollars. Voilà. Donc, c'est raisonnable. l'indépendance énergétique, nous l'avons évalué à 10 milliards, donc 13 milliards, un truc comme ça. 13 et 15 milliards, on a dit, avec les overhead. Et là, déjà, pour développer vraiment l'industrie, donc il nous faut un investissement de 1,5 milliard de dollars sur notre façade maritime. Voilà, donc ça permet de créer des emplois qualifiés, ça permet d'assurer notre résilience, la sécurité alimentaire, énergétique, beaucoup de recettes d'export, voilà, donc beaucoup de valeur ajoutée. Et donc pour développer ce rapport-là, pour arriver à ce résultat, donc EcoSec, c'est avec quelques benchmarks, des études comparatives. Donc on analyse un petit peu, on a évoqué au début donc Singapour, le Portugal, l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne, donc la filière maritime de l'Union européenne, il est à 1,7% du PIB global, ou de la valeur ajoutée globale. Et le Maroc, avant 2020, et donc l'industrie maritime, donc Tanger, il était à 2%. Et depuis 2025, donc il y a une nouvelle stratégie nationale d'économie bleue lancée au Maroc. Donc ça veut dire nous ne sommes pas loin. Donc déjà le Maroc, il vient de comprendre tout ça. Il a lancé donc sa stratégie nationale d'économie bleue. Donc eux, ils ont quand même partant avec du Sahara jusqu'à je sais pas, aux frontières avec l'Algérie. Donc ils ont à la fois sur l'océan et sur la mer. Donc il doit être conséquente. Et là, ils commencent à réfléchir réellement pour avoir eux aussi pensé à avoir un PIB proche de 10%. D'accord. Les points de départ, donc, comme on dit, il y a le port de Budjaya, j'ai dit tout à l'heure, il est à 12 millions de tonnes en 2023. Et le tonnage national, donc algérien, il est de 126 millions de tonnes. Donc, il y a une forte fréquentation en Kabylie, le point de départ donc de notre analyse, c'est une forte fréquentation estivale à Boumerdes, qui est supérieure à 12 millions de vacanciers. Donc il faut. Mais par contre, il y a des nuits limitées, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures hôtelières. Donc, quand on dit 12 millions, ça veut dire, y compris les Kabyles, qui viennent. Donc, il y a une très, très faible capacité hôtelière. Tu vois, Boumerdes, a priori, selon les données, il y a 7200 lits. Et aussi, il y a des anneaux et des marinas, donc un potentiel à structurer, à développer sur Tigzir, Tasfon, Zmouri, Delus.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, on a dit pour atteindre 7 à 10%, donc il faut 10 à 15 ans, il faut 15 ans, hein, voilà. Un investissement d'1,5 milliard de dollars. Voilà, et à condition, on a dit de développer ces filières-là. Voilà, et donc, bon, je pense ça, on l'a déjà dit. Voilà, des data, les énergies marines, les chantiers navals et réparations, pêche, aquaculture, transformation. Donc, les ports logistiques, l'apport sera de 28%. Le tourisme côtier marina, l'apport sera de 33%. La pêche et l'aquaculture et la transformation, donc en matière de voilà, fini, en produits finis, donc de 8%. Les chantiers navals et réparations de 12%. Les énergies marines, les énergies renouvelables, donc de 14%. Les data et câbles, services numériques, voilà, à 5%. Donc voilà un petit peu l'ordre de faire. Donc on a de 10 à 15 ans, 1,5 milliard de dollars. Voilà, on a donné un petit peu les fourchettes. Voilà. Et il a donné ici, donc le rapport EcoSec a donné sur 3 phases, donc de 0 à 36 mois, pour démarrer sur la gouvernance et les données, donc la modernisation et tout ça, la digitalisation, donc mettre en place, donc portuaire, donc de mettre en place la dématérialisation, mettre en place des hôtels et résidences à Boumerdès, Djidjel, des marinas, pilotes, plans, pêche, aqua. Ça pour dans les 36 premiers mois. La phase 2, donc de 36 à 84 mois, créer des zones logistiques portuaires, réseau de marinage, Fontic, Zmouri, de l'Us, des chantiers navals et réparations, monter en gamme de la transformation halieutique. Phase 3 de 84 à 180 mois, donc voilà, mettre en place le hub régional méditerranéen, donc celui de Vgaïs, avec du bas carbone, donc des démonstrateurs énergie renouvelable offshore, voilà, donc atterrage des câbles et services data, voilà. Donc voilà en gros les conditions. Donc je vais pas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et des données qui sont très, mais en gros j'ai résumé un peu la trajectoire de 5 à 10 ans pour atteindre 7 à 10% du PIB global de la Kabylie. Ah, justement, mais quelle gouvernance kabyle peut atteindre ces objectifs de l'économie bleue, Guy? Ok. La gouvernance, donc pareil. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de gouvernance. Oui, la gouvernance. Et justement, quelle gouvernance peut atteindre ces objectifs, Guy, que tu viens de nous énoncer? Pour justement atteindre donc 7-10% du PIB issu, il faut s'inspirer, comme on a dit tout à l'heure, toujours on perd pas le nord, hein, donc on s'inspire des meilleures pratiques, on ne va pas réinventer l'eau chaude, hein, ou bien le fil à couper le beurre. Donc nous, on s'inspire des meilleures pratiques et là on cite lesquelles. Donc Singapour, l'Union européenne, le Portugal, le Maroc, la Banque mondiale, les préconisations de la Banque mondiale, les recommandations de l'OCDE. Voilà, donc ça, c'est nos repères. Hein, nos repères. Et en fait, là, c'est une gouvernance à 3 étages. Donc, un étage politique, un étage qui définit un petit peu les grandes lignes, hein, la stratégie, et après l'exécution, hein, donc un niveau de gouvernance d'exécution, et un autre, le dernier, c'est lui qui permet de livrer, de faire des livrables. Donc, actuellement, par exemple, si on regarde sur politique, on peut l'appeler par exemple le conseil stratégique. On a un commissariat stratégique, Kabylie Bleu. Voilà. Donc il peut être présidé au niveau de l'exécutif, par exemple au niveau des ministères, au niveau du ministère, au niveau de la présidence, au niveau comme ça, mais ça va être très haut. Et là, et ça définit un petit peu les stratégies nationales. Donc, essayer un petit peu de faire avec le rapport avec les relations internationales. Voilà, donc avec ces recommandations.
Voilà, le but, c'est de faire voilà, des ports, de pêche, du tourisme, énergie numérique, définir un peu les politiques de grandes lignes. Au niveau d'exécution, donc il y a les Pays-Bas qui ont créé en fait ce qu'on appelle agence d'exécution, qu'on peut appeler agence d'exécution, par exemple le Kabyle Bleu. Et ça, c'est eux qui portent les programmes. C'est eux, donc, à niveau intermédiaire, donc avant de sélectionner le client, on a donc définir les moyens tactiques. Donc on a, généralement dans le management, on a les 3 niveaux. Hein. Donc on a le politique, c'est les moyens stratégiques, c'est la définir la stratégie, et l'exécutif, c'est le moyen tactique, hein, celui qui déroule un peu la chose. Et là, on peut, par chaque secteur, par chaque filière, on peut développer son agence. Par exemple, l'agence de l'eau, on crée une agence pour l'eau, mais qui se concentre uniquement là-dessus. Donc, il exécute uniquement le plan relié à ça. Après, il y a une coordination par rapport aux autres agences. Par exemple, il y a une agence port, il y a une agence pêche, il y a une agence aquaculture. Chaque filière, elle aura sa propre agence, parce que c'est des métiers différents, mais ils utilisent la Méditerranée comme leur bien commun, leur voilà, richesse commune. Et ça, c'est les Pays-Bas qui sont avancés là-dessus. Et le dernier, le niveau, c'est le niveau de livraison, ou bien ce qu'on appelle, en fait, pas parce qu'on dit exécutif, mais en fait, là, c'est vraiment le travail. Donc, on peut ramener des privés, des sociétés, donner le projet à telle société de faire ceci, cela. Donc, c'est ce qu'on appelle livraison, et des unités de livraison par pilier. Voilà, donc c'est pour ça que, pareil, pour chaque secteur, il y a sa propre unité de livraison. Donc voilà un petit peu la gouvernance. On peut aller encore, mais c'est le principe. Politique, exécution et livraison. Politique, c'est au niveau du ministère, au niveau de la présidence, donc c'est la stratégie, globale. de l'économie bleue. Donc il faut qu'il y ait un organe qui appartient au ministre de la Présidence, mais qui définit sa stratégie de l'économie bleue, donc on appelle l'économie bleue. Voilà. Et après, il délivre ça donc aux équipes intermédiaires, au niveau intermédiaire, qui sont des moyens tactiques, qui sont un peu les exécutions. On a des agences pour le hub, agences pour l'aquaculture, agences pour la formation et tout ça. Donc, et derrière ces agences-là, donc donnent, comment dire, aux sous-traitants, hein, donc aux unités de livraison pour livrer les projets. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Hein. Ouais. C'est une émission extrêmement riche au niveau économie et l'économie maritime. Je te laisse directement le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter. Donc je pense, ce que je peux dire, c'est juste un petit peu conclure ou bien récapituler tout ce qui a été dit. Donc c'est juste pour dire que la Méditerranée est une chance historique pour la Kabylie. Hein, nous avons la chance de l'avoir. C'est une bouffée d'oxygène, hein, pour nous, pour la Kabylie. Elle permet de désenclaver notre économie, de diversifier de notre revenu, voilà, de renforcer notre résilience, hein, et notre influence, notre rayonnement. Et il crée des emplois, donc ça résorbe un peu le chômage. Il renforce notre souveraineté. Et aussi projette la Kabylie dans son espace vital, comme on a commencé au début. On a dit notre espace vital, c'est la Méditerranée. C'est notre espace naturel, la Méditerranée. Et la mer concerne tout le monde. Voilà. Donc tout le peuple kabyle est concerné par la Méditerranée. C'est un bijou, donc il faut vraiment la préserver, de faire tout le possible pour la protéger, la préserver, parce que ça sera source pour nos emplois. Ça sera donc de là où on va former notre jeunesse. Ça sera des revenus à la fois locaux pour les résidents de ces collectivités, mais aussi pour l'État kabyle. Hein. Donc on a dit, on peut arriver, donc si on mène bien nos projets, jusqu'à 7 à 10% du PIB global de la Kabylie. Et surtout, donc ça nous permet de retrouver notre dignité économique, et il n'y aura plus de gens qui rendent. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour s'épanouir. La mer n'est pas une frontière,
pour la Kabylie, il peut devenir un pont vers la prospérité, vers la résilience et la souveraineté. D'où le rapport donc, du ECOSEC que nous remercions beaucoup. Donc, Kabylie, Méditerranée, prospérité et souveraineté économique. D'accord, ok. Maintenant, merci Khazidan, merci pour, pour toutes ces informations enrichissantes sur l'économie de la Méditerranée. Nous sommes des Méditerranéens dans l'ADN, dans l'âme et dans la culture. Et l'économie, pour développer notre économie, nous avons besoin effectivement de la Méditerranée, des échanges entre les différents pays méditerranéens et puis bien sûr du monde entier. Tanmir Tham Courant, nous arrivons au terme de cette émission. Comme d'habitude, nous passons une grande pensée. Nous avons plutôt une grande pensée à tous ceux qui sont actuellement en prison, qui souffrent en prison. Un mot particulier pour Wafia Tijani, on a appris comme quoi elle s'est cassé le bras, ou on lui a cassé le bras. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de cette prison. Donc, une grande pensée pour elle, la Outmar. Bon courage, essaie de résister et de cet enfer des voilà, nous pensons aussi aux familles qui souffrent de l'absence de leur enfants, de leurs fils, de leurs filles, de leur famille, etc. Ok, tous ceux qui nous regardent, si vous n'êtes pas encore abonnés à Radio-Télévision Kabyle, abonnez-vous pour nous aider, pour nous donner un peu plus de force. Merci bien et à la prochaine fois. Au revoir.